J'ai dit aux parents des joueurs de mon équipe, je leur dis, vos enfants vont devenir des meilleurs joueurs de basket. Ils sont en mode, vraiment? Et je leur dis oui. Et juste après que j'ai eu 14 ans, j'étais devenu le meilleur joueur de toute la région à 14 ans, tout âge confondu. Et c'est bien simple. Si vous faites le calcul, si vous pensez à la fréquence du jeu, combien de fois vous entraînez, mon père, qui m'était vraiment d'une grande influence à une époque très critique. C'était l'été où je jouais le basket, j'avais entre 10 et 11 ans. Et dans un centre de Philadelphie, on était en train de jouer et je ne pouvais marquer aucun point. Pendant tout l'été, pas un seul point. J'avais entre 10 et 11 ans. Et tu jouais contre des gens de ton âge? Oui. Et t'arrives pas à marquer ne serait-ce qu'un point. J'étais dans le jeu, mais j'avais un niveau terrible. Ça arrive. J'avais ces énormes protège-genoux, des chaussettes jusqu'ici, j'étais tout mince. Et je n'arrivais pas à marquer, même pas un point, du hasard, rien du tout. Et je me rappelle en train de pleurer et m'énerver sur ce fait, puis mon père me donna un câlin et me dit « Écoute, que tu marques 0 ou 60 points, je vais t'aimer, peu importe. » C'était la chose la plus importante que quelqu'un pourrait dire à un enfant. Parce qu'à partir de là, je m'étais dit « Ok, ça me donne toute la confiance du monde pour échouer. » J'avais l'amour de mon père. Mais quoi qu'il en soit, je vais marquer ces 60 points. Et je vais le faire. Et de là, je me mettais au travail, je me suis dévoué et je commençais à m'entraîner. Je pense que c'est là où j'ai compris l'idée du travail sur le long terme. Parce que j'allais pas avoir le niveau de ces jeunes sur une période d'une semaine, ni même en une année. C'est là où j'étais assis et j'ai dit « Ok, ceci va sûrement prendre un peu de temps. Sur quelle partie je pourrais commencer à travailler premièrement? Le shoot, allons-y. Je vais m'y concentrer dessus pendant la moitié de l'année. C'est 6 mois, rien faire à part le shoot. Après cela, crée ton propre programme. » Moi, j'ai commencé à créer un menu de choses. Quand j'étais revenu l'été d'après, j'étais bien mieux. Et je marquais. C'était pas beaucoup, mais je marquais quand même. Chaque été, je devenais bien mieux encore. Et quand j'ai eu 14 ans, je dépassais tout le monde. Et tout cela s'est passé en 2 ans. Je m'attendais pas à ce que ça se passe en 2 ans, mais ça l'était. Parce que ce que j'avais à faire, c'est travailler sur la base, sur les fondamentaux, pendant que les autres misent sur leur athlétisme et leur talent naturel. Et parce que je m'étais accroché aux fondamentaux, je les ai dépassés de très loin. En même temps, mon corps, mon genou par exemple, commençait à me faire mal, etc. Mais je commençais à dessiner ma forme physique également. Une fois que tu as les fondamentaux, le travail dur, l'état d'esprit, tu les joins et c'est bon, tu dépasses tout le monde. Donc de 13 ans, j'étais bien mieux. Et juste après que j'ai eu 14 ans, j'étais devenu le meilleur joueur de toute la région à 14 ans, tout âge confondu. Attends. De 12 à 14 ans, tu es parti de 0 pour être le meilleur joueur de la région, tout âge confondu? Oui. Et c'est bien simple. Si vous faites le calcul, si vous pensez à la fréquence du jeu, combien de fois vous entraînez? Je dis ça à ma fille et toute l'équipe de ma fille que je coach. C'est un calcul assez simple, presque mathématique. Si vous voulez devenir un grand joueur, si vous jouez 2-3 heures tous les jours, au cours de l'année, combien vous allez être mieux? La plupart des jeunes jouent peut-être 1h30, 2 fois par semaine. Faites le calcul. Cela ne va pas faire le travail. Si vous vous entraînez obsessivement 2-3 heures tous les jours pendant 1 an, 2 ans, vous allez faire un saut géant. Rien que faisant un campement d'été 2 semaines, vous verrez la différence. Et je me rappelle en train de jouer au basket, vous devenez bien mieux, revenez en confiance, jouez avec ces gens qui vous dépassaient. J'ai dit aux parents des joueurs de mon équipe, je leur dis, vos enfants vont devenir des meilleurs joueurs de basket. Ils sont en mode, vraiment? Et je leur dis, oui, ce n'est pas magique, c'est ça. C'est mathématique. Venez tous les jours, faites ce qu'il faut.
Et cette mentalité a commencé entre le collège et le lycée. Parce que beaucoup de ces jeunes avec qui je jouais habitaient dans la ville. Moi, j'étais du banlieue. Les autres pensaient du genre, oui, il vient du banlieue, son père avait joué à la NBA, il jouait professionnellement, il a eu ce talent facilement, toutes ces choses. Il donnait l'impression qu'il voulait m'intimider, etc. Mais il ne le pouvait pas. Et moi, je me disais, d'accord, vous voulez m'attaquer, moi. Comment je vais vous attaquer en retour ? Comment pourrais-je mentalement trouver un moyen pour vous avoir ? Comment je peux vous montrer que non, j'ai l'ascendant sur vous ? C'est là où ça a commencé pour moi. Comment avoir un ascendant sur l'adversaire ? Et comment tu faisais pour briser mentalement tes adversaires ? On avait un camp où j'avais l'habitude d'y aller pendant un moment. J'étais en 2e année. Et une des choses que je faisais, c'est que pendant que tout le monde se rend à la cafétéria pour manger, etc., moi je repars à la gymnastique. Il se repose et il me voit partir. Et là, vous êtes sur la bonne position parce que les autres vont dire « Je vais être comme lui, je vais le suivre. Il travaille, il se réveille très tôt. » Donc, c'était ma manière de démontrer que peut-être je suis du banlieue, mais vous n'allez jamais travailler plus que moi. Et mentalement, je vais avoir l'ascendant sur vous. Nous avions un enchaînement consécutif des matchs. Et pendant ces temps, que vous soyez de Chicago ou Miami, vous ne devez pas vous permettre de sortir en soirée. On jouait lundi et on jouait mardi aussi. Si mes amis voudraient sortir, je leur dis, on va sortir ensemble. Je vais boire avec vous. Mais le matin, je vais toquer sur ta porte à 5h du matin. Allons-y. Où allons-nous ? Ils me disent. Et je leur réponds, je t'ai sorti avec vous. Maintenant, c'est à vous de sortir avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Puis nous nous rendons à la gym, nous travaillons en prenant le bus, allons à l'entraînement et jouons le match la nuit. Ils se fatiguent quand je leur dis « Laissons apprise ». Si vous voulez sortir, sortez, mais ne laissez jamais cela compromettre ce que nous avons à faire ici. Nous sommes là pour cela. C'est pour le basket que nous sommes là, premièrement. Je devais leur montrer que si Kobe Bryant peut sortir, boire un verre et avoir l'énergie pour les entraînements et les matchs, soit vous ayez le même niveau d'énergie, soit simplement vous irez au lit très tôt. Simple. Il y a cette maxime de mon prof d'anglais, M. Fisk, qui dit « Repose-toi à la fin, pas au milieu ». C'est une phrase que j'ai toujours appliquée dans ma vie. Et je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à pousser encore. Il y a des réponses que j'ai toujours pas, même des questions que j'ai pas encore. Et je vais continuer, et on découvre toutes ces choses sur le chemin. J'essaie de vivre tout le temps selon cette philosophie. Repose-toi à la fin, pas au milieu. J'ai vu sur Instagram que tu étais debout à 4h du matin, en train de soulever du poids. Tout seul dans le noir. T'as eu une des plus brillantes carrières de tout temps. T'as gagné beaucoup d'argent, etc. T'as gagné un Oscar et toutes ces choses. Et tu te réveilles encore à 7h pour travailler. Tu viens d'avoir 40 ans. Félicitations encore. Pourquoi te réveiller toujours à 7h et t'entraîner à ce niveau dans ta vie de maintenant ? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, quand j'ai pris ma retraite, je m'étais laissé emporter. J'ai profité de presque tout. J'ai mangé tout et n'importe quoi. Du steak, allons-y. Du milkshake, allons-y. Et après, le challenge était, pourrais-je revenir dans ma forme d'avant ? C'était vraiment difficile parce qu'après ma retraite, il n'y avait pas un objectif dans le viseur. Je m'entraînais, mais il n'y avait pas de championnat. Donc, comment rester motivé ? Et pour ça, j'ai dit, ok, je vais viser quelque chose. Je vais viser un poids, une taille, mais en même temps, il y a les enfants. Parce que vos enfants ne peuvent pas voir combien vous travaillez si dur. J'y vais au travail, au studio, ils ne peuvent pas voir, ils vont à l'école. Donc, comment peut-on apprendre à nos enfants qu'est-ce que ça signifie que travailler dur ? Il faut le faire avec les entraînements. Donc, quand je me réveille tôt le matin, ma fille vient avec moi. À 4h du matin, ma fille qui a 15 ans vient avec moi. Et c'est devenu une affaire papa-fille. Elle vient d'avoir le permis. Elle conduit le matin pour aller à l'école.
Donc c'est devenu une chose assez cool pour elle. Et de ce processus, elle apprenait la valeur d'un travail laborieux. Et le fait que certaines choses prennent du temps. Il en est de même avec ma fille de 12 ans. Et nous faisons cela tous les jours. Donc à travers ce comportement, je trouve de la motivation pour le faire. Je pense que la grandeur signifie inspirer les gens qui sont à vos côtés. Je pense que c'est cela la grandeur. Ce n'est pas quelque chose qui naît et qui meurt avec une seule personne. C'est comment vous pouvez inspirer une personne pour qu'elle aussi inspire une autre personne. Et c'est comme ça que vous créez quelque chose qui peut durer éternellement. Et je pense que c'est cela notre défi en tant qu'être humain. C'est trouver la manière dont notre histoire peut impacter les autres, les motiver, pour qu'ils manifestent eux aussi leur propre grandeur.